Bonjour à vous, rebonjour, bonne rentrée dans le Podcheck, le podcast 100% hockey est enfin de retour. Vous nous avez manqué pendant tout l'été, on a fait une pause de NHL, de hockey, mais le mois de septembre est enfin arrivé et on est enfin de retour pour parler de notre sport préféré. Mais pour en parler, il faut toujours être très bien accompagné et je dis pas ça parce que j'ai un casque digne d'une tour de contrôle d'un aéroport de la Côte d'Azur, mais j'ai deux acolytes, deux superbes acolytes, deux grandes personnes passionnées de hockey, dont l'une a fait à Miami ce week-end apparemment avec John Cena. Salut Elio. Salut à tous, en effet, je sors de WWE Clash in Paris et WWE Raw à Paris, le premier Raw de l'histoire à Paris. Donc oui, week-end plutôt catchesque, plus que du hockey. En revanche, il y a deux trois petites similitudes. Un jour, il faudra aborder le sujet, mais il y a deux trois petites similitudes entre le hockey et le catch. Salut Et les amis, salut les auditeurs, salut Thomas, salut Nino. eh ben écoute, bien reçu cher Elio, depuis ma tour de contrôle. Elio, le Maryland, a remporté une très belle victoire ce week-end en NCAA College Football parce que le college football, ça a commencé. C'est ça, ça a commencé depuis 2 semaines et pour une partie des équipes et la majorité des équipes ont commencé donc ce week-end, le week-end dernier, avec en effet mon équipe favorite Maryland dont je porte le pull aujourd'hui car mes maillots des Caps sont enfermés dans des cartons prêts à être déménagés donc voilà je célèbre un petit peu cette victoire face à Florida Atlantic avec notre tout nouveau quarterback qui a joué son premier match juste après avoir terminé le lycée et a eu une incroyable performance. Un quarterback qui est très coté, très en vue. Donc les meilleurs auspices s'annoncent du côté du Maryland et du DMV où se trouvent les Washington Capitals également. Je pense que ça va être des bonnes saisons pour tout le monde. Eh bien écoute, en tout cas, ça nous avait manqué d'avoir ta petite voix, d'avoir des petites infos depuis Washington. Cher Elio, re-bienvenue à toi dans le podcheck, tu es à la maison. Est-ce que tu as mis tes petits chaussons? Non, je suis en chaussettes actuellement. D'accord, Voilà. très bien. Elio est un grand dégueulasse. Elio, on va passer la Je, balle à je te notre... Enfin, permets pas. on va, on va passer le palais à notre immense acolyte, notre grand acolyte Nino Bourges-Madinez. Salut Nino, alors, quoi de beau du côté d'Angers? Salut Thomas, bah écoute, salut Elio aussi, excuse-moi Elio. On a discuté avant, on se foutait de la gueule de Thomas, puis j'ai oublié de saluer en record, mais écoute, bah, tout va bien, la saison reprend d'ici 10 jours, tout pile aujourd'hui. Donc écoute, on se prépare tranquillement pour une saison qui va être assez spéciale avec la trêve olympique, etc. Les préparations aussi pour les équipes de France, donc on va suivre ça avec intérêt. Mais tout va bien, et vous messieurs alors? Alors, mais moi Nino, avant, c'était comment ton été? Mon été c'est plutôt bien passé. Écoute, pas mal de petits changements. Voilà, j'ai changement de décor par rapport au dernier épisode du Podcheck. Ça y est, tous les changements ont été faits. Donc maintenant on est bien installé. Puis en vrai, préparation de l'été, ouais, habituel, hein. On a pas mal bossé. On a essayé de rester connecté au hockey. Puis on va voir ce que va donner cette saison. Voilà. Et toi Elio, alors cet été, comment ça s'est passé? Globalement, j'ai travaillé, donc ça aurait pu être mieux. Après, j'ai célébré un mariage qui était très beau et très charmant. J'étais un des témoins, donc ça fait extrêmement plaisir, voilà. Mais un été très calme parce que normalement, octobre, novembre, décembre, vous devriez, si tout va bien, me voir du côté des États-Unis sur chacun de ces mois. Voilà, dans des villes à peu près différentes. Eh ben écoute, Voilà. Et voyageur, très grand Elio a voyageur oublié Elio. de le préciser dans sa grande humilité, hein, mais on peut quand même le dire, le plus grand fan européen du Maryland, de l'équipe de J'a- football du Maryland est parmi J'allais y nous. venir, j'allais y venir, je vous invite. On en a parlé dans les réseaux sociaux du podcheck. Elio a eu le droit à sa feature, un magnifique article où on découvre, on en sait plus, un petit peu sur ce joyeux larron, notamment qui se lève à 4 heures du matin pour voir les matchs de l'équipe du Maryland et qui, pour son premier match, vous savez que c'est un homme fidèle ce cher Elio, parce que la Oui. première fois qu'il est allé voir le Maryland, il est allé voir une rouste 59 points 0, c'est ça? Ouais, c'est ça, zéro. Ouais. 59-0 face à Penn State. Voilà, c'est un homme fidèle et un homme d'une grande qualité. L'article, il est génial parce que il nous parle vraiment de notre cher Elio comme on le connaît, ce fan de football US qui a suivi le football US au début grâce à un certain Johnny Football, Johnny Manziel, le Tout à college fait, football d'ailleurs. Parce tout à fait. qu'évidemment,
vous le savez très bien, Elio est un énorme fan des New Orleans Saints. Mais on n'est Mais pas là Elio, pour en tout cas, parler. Elio nous Vas-y. déçoit pas avec ses goûts de riche, hein. Il est quand même resté au niveau des huîtres, les oysters, si je me trompe pas. Nickel, t'es bien dans le Maryland. C'est pas les oysters le nom de l'équipe du Maryland? Non, c'est les Terrapins, qui sont une sorte de C'était tortue, c'est elle la tortue. les thérapies, mais pourquoi Et, j'ai lu. Il y avait pas. C'est pas le compte. Je sais pas pourquoi j'ai vu oysters. Alors, bah, cherchez pas. Ce sera coupé au montage. Voilà, Blue c'est C'est la Oyster l'explique reprise, de Cult, c'est Nino. la non, reprise, monsieur. Blue Oyster Cult est un bon groupe de rock Blue Oyster américain. Cult, très en bon, fait. très bon. Voilà. Don't Fear the Reaper, Don't Fear the Je Reaper, sais très pas cher. pourquoi, mais je sais, honnêtement, je sais pas d'où je l'ai sorti, mais je sais pas pourquoi. Le J'étais en plus mode. important, c'est que tu l'as sorti, mon cher Nino. Le plus important, c'est que tu Eh, l'as il va se sorti. calmer, Ranger, Beta Ranger là. Alors, messieurs, alors, on va faire un épisode un peu spécial pour cette rentrée du podcheck. Alors, on a parlé de nos vies, etc. Mais il y a quelque temps, j'ai écouté un magnifique épisode qui expliquait le college football avec la voix d'un animateur suave, magnifique, gentil, adorable, Elio, qui a fait un super podcast avec ses confrères de... rappelle-moi de notre podcast, très cher Elio, Le Trick Play, The de Trick Trick Play Play. Podcast. Qui a fait énormément de previews donc des équipes de CFL, des équipes de la NCAA, notamment des NC State Wolfpack. Voilà. Et alors, il m'est venu l'idée, messieurs, si on faisait un podcheck pour parler de notre amour de la NHL, mais pour expliquer la NHL à ceux qui débutent. Et c'est pour cette raison qu'on s'est réunis durant l'été. On s'est dit, messieurs, est-ce qu'on ferait pas un petit podcheck pour en parler? Et bien voilà, on va faire un petit guide sur la NHL, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir, les équipes fortes, les équipes moins fortes, celles que vous devez suivre, celles que vous devez pas suivre, pour commencer la saison tranquillement. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour commencer? Oui, on est toujours prêt. Très oui. prêt. Vous êtes toujours prêts, mais vous êtes fabuleux. Est-ce que je vous ai déjà dit que vous étiez fabuleux? Bah, Non, mais en même le temps, speaker venant de d'une personne l'Icepark s'en fabuleuse, occupe. ça fait plaisir. Eh, vous avez vu, c'est que de l'amour. Ah, c'est que de l'amour dans ce podcheck, c'est que de l'amour. On va partir sur un peu d'histoire, mais sur au niveau de la NHL, parce que l'histoire c'est important. Nous sommes en 2025, septembre 2025, mais la histoire de la NHL, ça remonte au 26 novembre 1917, le jour où la NHL a été fondée comme on la connaît actuellement. Elle a été fondée par 4 équipes, les Wanderers de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa, les Arenas de Toronto, et enfin... Mais oui, I feel very good, très cher Nino. I feel very, very good. C'est qui a lancé ce son? Moi, je veux juste C'est savoir moi, qui est coupable. j'ai eu une notification, j'ai cliqué dessus par hasard et ça a lancé ça. J'étais en mode non, bah, my bad. Pardon. Mais non, mais I feel very good. Et enfin, les Canadiens de Montréal qui fondent donc la NHL en 1917. Alors en 1942, on avance plus de 20 ans plus tard, il y a l'Original Six. Messieurs, qu'est-ce que l'Original Six? Les 6 premières franchises de la NHL telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, pas exactement. Ces équipes, c'est pas forcément les originales à leur sens, donc moi, comme je pensais avant de faire cette chronique, mais c'est les équipes les plus âgées de la ligue. Est-ce que vous pouvez me les citer, messieurs? New York Rangers, Ouais, Montréal Bruins. Canadiens, Boston Oui. Bruins, oui, Detroit Red Wings, oui. Toronto Maple Leafs. Tu l'as déjà dit. Non. Non, il vient de le Non. dire. New pardon, York excuse-moi. Rangers, les Rangers, les Canadiens, Oui, les Red Wings. oui. Putain, tu viens de m'en enlever. Bruins, Les Maple Bruins, les Maple Leafs Et et les Chicago Blackhawks, les messieurs. Chicago Blackhawks. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on est tous chroniqueurs dans le podcheck parce qu'on se complète. Donc il y a cet Original Six qui amène des duels légendaires et des équipes légendaires. Alors il y a une autre expansion qui arrivera en 67 et une autre dans les années 90 qui amènera l'arrivée d'équipes étonnantes car il n'est pas courant qu'il y ait de la glace là-bas sauf dans les verres de whisky. Anaheim avec les Mighty Ducks mais aussi les Florida Panthers, on en reparlera plus tard. Vous saurez pourquoi. En 2004, la NHL voit son premier local de son histoire et beaucoup de joueurs partent jouer chez Nino, non pas à Angers, mais en Suède. Et en Suisse, avant de revenir pour septembre 2005, un autre lockout apparaîtra en 2012-2013 et réduira la saison de presque moitié. En 2017, les Golden Knights de Vegas rejoignent la NHL et atteignent la finale de la Coupe Stanley dès leur première saison. Et en 2021, les Seattle Kraken deviennent la 32e franchise de la NHL. Je conclurai sur une toute petite note, messieurs. Depuis 2020, il y a une particularité concernant ceux qui ont participé à la Coupe Stanley. Est-ce que vous la connaissez? Elles jouent, Ouais. elles jouent toutes dans un état qui a pas de taxes. Alors, ça y est. Ça y est, il C'est a pas commencé ça à lancer les Merde, débats. putain. Au moins Elles une ont équipe toutes été floridienne n'a... coéquipées avec Jaromir Jagr. Non, c'est pas ça?
Ça c'est pas compliqué. Au moins une équipe floridienne a participé à la finale Ah de oui, la c'est vrai. Coupe Stanley. Les Tampa Bay Lightning l'ont remporté en 2020 et 2021 et les Florida Panthers en 2024-2025. Messieurs, c'est des dates, vous vous en fichez peut-être, mais ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le concret avec la structure de la ligue. Mais alors, messieurs, comment la NHL elle est structurée? Racontez-moi, je veux tout savoir. 32 équipes, deux conférences, avec des divisions dans chacune de ces conférences, quatre divisions en tout, donc réparties sur ces deux conférences. Euh, voilà, alors historiquement, on a un petit peu cette conférence qui est plus vieille, enfin, évidemment, c'est sur la partie Est que les équipes sont les plus anciennes, hein, avec celle qu'on a citée, l'Original Six, etc. Donc historiquement, c'est un petit peu là où le hockey est plus ancré. Puis on a aussi des conférences qui se sont vues grandir avec de nouvelles équipes d'expansion, notamment ces dernières années, plus à l'Ouest, avec Las Vegas qui est arrivé, Seattle, Utah qui a déménagé de l'Arizona, etc. Donc, et Winnipeg aussi qui est arrivé. Donc en fait, on va dire que la conférence Est est beaucoup plus originale que la conférence Ouest qui s'est un peu plus construite, mais qui cependant a gardé un historique récent plutôt favorable de son côté, j'ai envie de dire. Voilà. Et alors, Elio, toi, tu supportes plus la conférence Est ou la conférence Ouest? Moi, conférence Est, je suis quelqu'un des pays froids, comme on dit. Enfin, j'aime le côté froid et glacial, j'aime le côté historique, et puis surtout, bah, mon équipe est en conférence Est, hein, bien évidemment. Les Washington Capitals, c'est plus un secret pour n'importe qui, mais globalement, c'est vrai que c'est aussi un petit peu dans une partie de ces villes, parce que par exemple en conférence Ouest, tu vas retrouver des villes canadiennes, mais c'est quand même une partie des villes de la conférence Est qui sont plus marquées hockey en termes de marché, en termes de supporterisme et en termes d'énergie, j'ai envie de dire. Voilà. Et justement, Elio, tu m'as parlé de division, Ouais. tu m'as parlé de conférence. Je te propose qu'on aille faire un petit voyage à l'ouest. Je sais pas si tu as prévu d'y aller dans ces 2-3 prochains mois, mais tu vas me parler de la division Pacifique. Ouais, la division Pacifique. Alors, la division Pacifique, on retrouve des équipes canadiennes comme Calgary, les Flames, Edmonton, les Oilers, c'est la grosse équipe des Oilers. Vous voyez, hein, c'est pas des villes qui sont ultra connues ou qui font rêver énormément de monde, mais c'est des villes qui sont ultra ancrées au hockey parce qu'on est en plein dans le Canada. Vancouver, bien évidemment, qui est la grosse ville de l'Ouest canadien. Et à côté de ça, on a des équipes américaines, hein. On a Los Angeles, les Kings, Anaheim, donc pareil dans le grand ensemble de Los Angeles finalement, les Ducks, mais qui sont historiquement, en tout cas, qui ont peut-être un léger avantage sur les Kings, on va dire, en termes d'aura et de charisme, alors que on pourrait considérer ça comme la banlieue de Los Angeles. San Jose, qui représente toute la partie baie de San Francisco, que ça inclut donc San Francisco, Oakland, mais surtout San Jose qui est au bout de la baie. Et puis Las Vegas, donc, qui sont arrivés en 2017, 2017, ouais, les Golden Knights qui ont réussi à frapper un grand coup en allant directement en finale pour leur première saison après l'ajout de la franchise. Et puis qui sont restés une équipe bah, qui ont remporté la Stanley Cup et puis qui sont restés une des équipes les plus relevantes de ces dernières années dans une ville comme Vegas et qui était surtout précurseur, j'ai envie de dire, parce que Vegas, maintenant, ça a attiré les Raiders qui sont arrivés d'Oakland en football américain. Ça a attiré les Athletics en baseball qui sont arrivés d'Oakland. Mais la première vraie équipe, c'est une équipe de hockey qui s'est retrouvée dans le désert. Dans le T-Mobile Arena. Exactement. Toujours à l'ouest, il y a une autre division qui est pour beaucoup la division la plus compétitive de la NHL. L'une des plus compétitives, c'est la division centrale. La centrale, eh bien là, on retrouve des équipes un petit peu plus ancrées historiques. Les Blackhawks de Chicago, qui auraient pu terminer à l'Est, mais qui sont sur la partie Ouest. Les Après avoir été Colorado. à l'est pendant très très longtemps, hein. Exactement, ouais, tout à fait. L'équipe favorite de CM Punk. Les Colorado Avalanche, qui pareil, le Colorado, c'est ultra connu pour ses stations de ski, pour tout ce qui est sport d'hiver. Donc l'Avalanche du Colorado, qui se trouve à Denver, bien évidemment, euh,
fait partie de ces équipes ancrées, excusez-moi, ultra hockey. Les Dallas Stars, grosse équipe à Dallas, hein, presque autant que les Mavericks, j'ai envie de te dire. En tout cas, quand j'y suis allé, c'est l'impression que j'ai eue. Minnesota, le Wild, pareil, une région totalement de hockey. Nashville. Donc un petit peu surprenant dans tout ça, les Predators, c'est une ville un petit peu du sud des États-Unis, dans laquelle je vais en novembre, tu avais raison Thomas. Voilà, pour découvrir les folles nuits de Nashville. Saint-Louis dans le Missouri, Utah, donc désormais avec Salt Lake City, qui était une ville qui faisait extrêmement sens. Donc l'équipe de Utah, les Mammoths, était en Arizona avant, ça fonctionnait un petit peu moins, puis ils sont orientés dans une ville beaucoup plus branchée hiver, hein. On connaît les JO de Salt Lake City par exemple. Donc nouvelle franchise là-bas, et puis Winnipeg, les Jets, qui se retrouvent dans une des villes canadiennes. euh, Comment définir Winnipeg? C'est une ville qui est considérée comme assez... Enfin, c'est une des villes les plus criminogènes du Canada, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire et qui a un contexte socio-économique assez compliqué, un petit peu au milieu de nulle part. Et il fait moins Et 50 finalement, l'hiver. La ouais. Courneuve. Et, La et Courneuve, mais finalement, au Canada. tu te retrouves avec deux équipes pro, qui est l'équipe de Canadian Football League, donc ce qui n'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais surtout les Winnipeg Jets, autour desquels toute la communauté de Winnipeg se retrouve et qui font sold out à chaque fois, voilà, qui sont une équipe vraiment ancrée localement. Peut-être que Winnipeg, ça vous dit pas grand-chose à vous, mais localement et au Canada, en fait, les Jets, c'est super important. Et ben voilà, au moins c'était un petit aperçu de cette conférence Ouest. Messieurs, je vous emmène à l'Est, parce qu'on a parlé de la division centrale et de la division Pacifique. Et je vais vous parler de la division Atlantique composée de 8 équipes, hein, comme chacune des divisions. Alors, la première, les Boston Bruins, donc équipe historique de la NHL, équipe connue pour son jeu rugueux, dur, qui a eu une grande histoire, notamment du côté des défenses. Il y a Buffalo. Alors, Buffalo, c'est un peu le hibou de la NHL, on ne sait pas trop où il va, mais on les voit quand même. Il y a également les Detroit Red Wings qui ont, à mon avis, l'un des logos les plus stylés de la ligue, la direction artistique la plus stylée de la NHL, mais qui aussi a des très bons espoirs, hein. Dédicace à Moritz Seider, si vous voulez voir des petits jeunes, c'est là où il faut aller. Il y a Florida Panthers, messieurs, les Florida Panthers, l'équipe qui roule sur la ligue depuis 2-3 ans, c'est bien eux. C'est eux qu'il faut supporter si vous voulez monter dans le train des supporters. Les Canadiens de Montréal, ça parle français, c'est l'équipe francophone par excellence, avec ses habitants, ses fans des Canadiens de Montréal, même si l'anglais est vraiment de plus en plus présent dans la ville de Montréal, notamment sur les bus. Les Ottawa Senators, équipe très jeune et qui n'a pas remporté de Coupe Stanley depuis 1992, enfin depuis l'arrivée des Ottawa Senators, la version dont on la connaît en 92, même si les Ottawa Senators ont bien remporté la Coupe Stanley dans les années 1890, 1900 et 1910. Les Tampa Bay Lightning, c'est comme les Florida Panthers, c'est du très gros calibre. Et enfin Nino, pour terminer, les Toronto Maple Leafs, qu'est-ce que tu peux me dire sur eux? L'équipe de la Loose. Voilà, pas gagné la Stanley Cup depuis 1967. Tous les ans, c'est notre année, et pourtant, on la gagne jamais. C'est comme ça que je décrirais mon équipe. Mais pourtant, à l'attaque, il y avait du monde. Il y a toujours eu du monde. Oui, t'as eu des gros talents, t'as toujours eu des gros talents à Toronto, mais le problème, ça a souvent été le goaltending. Ces dernières années, c'est un petit peu mieux. Mais ouais, non, toujours des gros problèmes pour passer les tours à Toronto. Mais voilà, si vous voulez une équipe sur qui pleurer, voilà, venez de notre côté parce que je vous jure que le jour où on gagnera la Stanley Cup, ce sera une grande satisfaction. Alors vous l'aurez deviné, cette division, elle est riche en histoire et en rivalité. Il y a Montréal contre Toronto, Montréal-Boston, Tampa Bay contre Florida. Mais bon, l'un de vous nous en parlera bien après. Si vous voulez voir les plus grosses équipes de la ligue, c'est ici où il faut aller, mais aussi celles qui ont de plus grandes chances de réussir en playoff. Maintenant, messieurs, je vous ai fait un petit guide pour choisir votre équipe. Alors, messieurs, je sais que Elio, toi tu es fan des Capitals, Nino des Toronto Maple Leafs, mais pour ceux, éventuellement, qui découvrent la NHL depuis quelques temps ou qui par hasard tombent sur ce podcast, voici un petit guide. Si vous voulez monter dans le wagon des champions en titre, par 2 fois, les Florida Panthers sont l'équipe pour vous. Leur échec avant est très rigoureux, leur attaque blindée, avec notamment Bram Marchand, Alexander Barkov, Sam Reinhart ou encore Matthew Tkachuk.
si vous voulez supporter une équipe francophone et que vous aimez supporter la France à l'Eurovision, il faut supporter les Canadiens de Montréal. Elle commence à remonter la pente, si je me trompe pas, Elio. Les Canadiens de Montréal? Oui. Oui, oui, ça commence doucement mais sûrement à monter la pente. Après, c'est l'équipe, il faut savoir que les Canadiens de Montréal sont évidemment l'équipe la plus supportée en France par les fans français, de par les liens historiques entre le Québec et la France, mais aussi du fait que beaucoup de Français vont au moins une fois dans leur vie à Montréal pour étudier ou pour travailler et deviennent donc vite fans des Canadiens, qui sont littéralement la seule franchise avec l'équipe de soccer de la ville. Donc voilà, oui, une équipe qui va sûrement aller mieux dans les prochaines années, mais qui a tellement énormément de pression, et c'est là où on se rend pas compte, parce qu'on parle peu du Canada en fait sur la carte géographique des sports, mais cette équipe a tellement de pression parce que le Canada vit pour le hockey, qu'elle a souvent du mal bien, à se dépêtrer de tout ça. Voilà. Voilà, et en plus, le Centre Bell est une patinoire de folie. L'ambiance y Et est garantie. patinoire et salle historique, salle ultra historique dans plein d'événements sportifs et plein de concerts. En fait c'est une sorte de lieu de rassemblement, le Centre Bell pour les Canadiens de Montréal, qui fait que l'ambiance est très particulière même quand l'équipe est mauvaise. C'est un Et endroit Et n'oubliez historique. pas, priez votre Dieu Patrick Laine, le sauveur ultime de tout le monde. voilà, ça Tradé dans c'est une 6 mois, petite. mais voilà. C'est un petit troll de la part de Nino. Voilà, vous saurez ce que ça veut dire en début de saison. Si vous aimez un jeu dur physique et réputé pour sa défense, vous pouvez choisir les Boston Bruins. Si vous aimez le bleu, le blanc et les attentes chez le docteur interminables, les Toronto Maple Leafs sont l'équipe à choisir depuis 67 qu'ils convoitent la Coupe Stanley et elle s'est longtemps concentrée sur une attaque percutante. Autre division, messieurs à l'Est. Vous êtes d'accord sur ce que j'ai dit, ça va? Ouais. Parfait, c'est bon, super. T'inquiète. L'autre division à l'Est s'appelle la division métropolitaine. Les 8 équipes sont les Carolina Hurricanes, les Columbus Blue Jackets, les New Jersey Devils, les New York Islanders, les New York Rangers, les Philadelphia Flyers, les Pittsburgh Penguins et les Washington Capitals. Et comment ne pas parler de la division métropolitaine sans parler des Washington Capitals avec leur immense star, Niklas Alex Backstrom, Ovechkin, le Alexander meilleur joueur de tous Ovechkin. les temps. Ethan Bear. C'est une Il est équipe qui chez nous. a, si je me Je trompe sais, pas, c'est la cher blague. Elio, c'est une équipe qui a longtemps été tournée vers l'attaque, mais qui est dorénavant plus équilibrée et très physique sous les sorts de Spencer Carberry. Elio, t'en penses quoi? Oui, c'est une belle équipe composée de bons joueurs et beaucoup de joueurs un petit peu outsiders, un petit peu sous-cotés dans la ligue, alors qu'ils réalisent collectivement des très bons matchs et des très bons schémas de jeu, circuits de jeu bien mis en place par un coach jeune. Ça fait partie en fait de ces équipes qui sont entraînées par la nouvelle génération de coachs assez jeunes en NHL et donc qui sont plaisantes à voir sur la glace, mené par le meilleur buteur de toute l'histoire de la NHL, Alex Ovechkin, qui est proche de la retraite. Je pense que ça va être sa dernière saison, qui est donc un joueur russe qui, pendant longtemps, a eu l'image du joueur russe aux États-Unis, etc. Donc, qui a toujours joué pour l'équipe de la capitale américaine, toujours été le meilleur joueur de l'équipe de la capitale américaine. Donc, il y avait ce côté un petit peu dissonant, assez fun. Mais globalement, les Capitals sont une entité très présente dans tout ce qui est autour de Washington et les villes connect, hein, parce que tu as Richmond au sud, tu as Baltimore au nord. Enfin, ça étend sur un grand réseau jusqu'à Pittsburgh à l'ouest, où ça y est, il y a une frontière qui se fait. Mais globalement, c'est une équipe assez plaisante à voir qui trouve son arène en centre-ville, voilà, sincèrement, ça fait partie, je pense, des équipes faciles à suivre quand on se met à suivre la NHL. Avec un fuseau horaire acceptable. Tout à fait, ouais, parce qu'il faut pas l'oublier, et ça c'est pareil dans tous les sports américains. Il y a la côte ouest, il y a le centre et il y a l'est. Et donc, qui dit que si tu veux dormir légèrement plus tôt, c'est compris quand je dis ça, mieux vaut supporter une équipe de la côte est. Et après, bon, quand il y a des déplacements à l'ouest, c'est un petit peu plus compliqué. Au petit déjeuner aussi, ça se fait. Des fois, je regardais des matchs des Kings, par exemple, au petit déjeuner. Donc voilà, ça peut se faire. Voilà, le soleil vient de se lever, encore une belle journée pour aller regarder les Kings se faire défoncer. Outre les Capitals, vous avez les Pittsburgh Penguins avec Sidney Crosby qui a été le visage de la ligue avec Ovechkin au début des années 2000 jusqu'à maintenant, toujours. Hein. Il a 38 ans, Sid the Kid, d'ailleurs c'est vraiment plus un kid, et il devrait bientôt accrocher les patins, peut-être en même temps qu'Ovechkin est là pour la NHL, ça va faire tâche.
dans une équipe composée de vétérans qui est reconnue pour son jeu de transition. Je pourrais vous parler des Philadelphia Flyers et de leur style de jeu reconnu dans les années 70 qui était de jouer physique et si possible de démolir les adversaires. Mais je vous invite à vous arrêter sur les New York Rangers. Et pour en parler, alors, je crois savoir qu'on a un suiveur des Rangers avec nous, très cher Elio. Il s'appelle Nino. Mhm. Ouais, Alors un petit Nino, peu nos amis des New York Rangers. ils ont un jeu de puissance assez relevé et ils ont toujours eu un gardien solide dans le but, on est d'accord? Exactement. It's a power play goal, comme on dirait, à l'ami Sam Rosen qui malheureusement ne commentera plus les New York Rangers après 40 ans de bons et loyaux services derrière le micro du Madison Square, enfin au Madison Square Garden. Et oui, tradition d'excellents gardiens sur les 3 dernières décennies du côté de New York, évidemment avec Igor Shesterkin, gardien le mieux payé de la ligue. Et puis avant ça, le seul et l'unique King Henrik Lundqvist, mon idole personnel, et pas que parce qu'il est né le même jour que moi, mais enfin le même jour, on s'est compris, il y a quelques C'est années de l'homme le mieux différence. sapé de la ligue, un peu comme toi avec ta chemise aujourd'hui, Nino. Exactement, ouais, je suis très bien, enfin j'ai essayé de bien me saper, mais je suis très loin de toi Thomas. Maintenant, c'est que toi, on n'oublie pas que tu es en pleine session de travail, donc voilà. Exactement, à l'aéroport de Nice, tout à fait. Mais Alors, non, petite précision, messieurs. Alors, je précise, messieurs. Alors, c'est très visuel ce que je vais raconter, donc ceux qui écoutent en podcast ne comprendront absolument rien. Mais le son est un petit peu différent de mon côté. Et en visuel, j'ai un casque qui ressemble à celui d'un contrôleur aérien parce que mon micro a fait des siennes. Voilà, la rentrée c'était pour tout le monde, sauf pour mon micro du Podcheck et pour mon ordinateur. Voilà, messieurs. Nino, mais je on te t'en prie, taquine, mais continue. pour en revenir à nos Rangers, les New York Rangers ont été une équipe qui a quand même prétendu au titre, au moins dans sa conférence, une bonne partie de la dernière décennie, et qui là, depuis 2 ans maintenant, commence à être sur le déclin. Attention du côté de New York, parce que cet été-là, enfin cette saison-là et l'été prochain vont être vraiment hyper importants pour voir ce qui va en être du côté de l'avenir de la franchise. Voilà, si je devais être un néophyte de la NHL, c'est pas l'équipe que je recommanderais, que j'aimerais suivre, parce que va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de joueurs qui vont partir, beaucoup de décisions hyper dures. Et ouais, c'est une équipe qu'on a envie de suivre, mais qui risque de briser quelques cœurs dans les mois à venir. Vous attendez pas trop à gagner si vous suivez les Rangers maintenant, quoi. C'est un peu ça. En en fait, les Rangers, pour faire une analogie avec le football américain, parce que je sais que ça peut intéresser des fans de football américain d'écouter cet épisode. Et d'ailleurs, je salue Alex du Front Office Podcast avec qui était aussi allé voir la WWE avec moi ce week-end, donc j'ai vu et qui m'a parlé justement du Podcheck parce que lui donc il a un podcast assez, enfin un gros podcast même généraliste sur la NFL. Et il me disait si vous faites un épisode généraliste pour expliquer la NHL, etc., ça m'intéressera vachement. Donc n'hésite pas à me l'envoyer quand il sortira votre épisode avec le Podcheck. Voilà, donc pour faire une analogie simple entre le foot US et le hockey, les New York Rangers sont littéralement les New York Giants, franchise historique, franchise de la grosse pomme, les mêmes couleurs, bleu marine et rouge. Et en ce moment, bah, c'est pas la joie. Il y a une période où on a pensé que ça allait aller mieux. Et au final, ça s'est cassé la figure. Et bah là, c'est exactement la même chose. Mais il y a un paramètre à retenir. Et Nino, tu l'as mentionné. C'est le Madison Square Garden. Ça joue dans une salle historique. Encore une nouvelle Exactement. fois, on joue dans la salle la plus connue du monde. Oui, Et clairement. ça n'a pas de prix. Et donc, il y a toujours une belle ambiance quand même pour les matchs des Rangers, qui reste une franchise très suivie, très appréciée à New York. C'est pareil, tu es en plein centre-ville, donc c'est facile d'aller voir les matchs pour les New-Yorkais, au lieu, par exemple, de se déplacer pour aller voir les matchs de foot US dans le New Jersey, qui est à côté, pour aller voir ou bien les Giants ou bien les Jets. Donc, ça fait beaucoup plus Ouah, loin. allez. Et voilà. Et c'est ce que j'aime beaucoup parce que, alors je sais pas si Thomas t'allais aborder les Islanders et les Devils après. Les Devils, les Devils. Vas-y, je te laisse et ensuite je rebondirai sur ce que je disais. Et j'apprécie Nino le fait que tu taquines j'allais dire le RBC Center, mais non, la Lenovo La Arena Lenovo Arena, quand même, Thomas. de Raleigh. Voilà. Alors messieurs, si vous souhaitez de la jeunesse, les New Jersey Devils sont l'équipe à soutenir. Jack Hughes au Grand Attack, son frère Luke en défense contribue à la jeunesse de l'équipe.
C'est une équipe défensive à l'origine, mais qui est reconnue pour sa rapidité. Gros succès dans les années 90 pour les New Jersey Devils, avec notamment un gardien qui s'appelle Martin Brodeur. Sur Wikipédia, vous avez trouvé 2-3 infos sur lui. C'est ni plus ni moins l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Les figures de proue en ce moment, c'est Nico Hischier et Jesper Bratt. Les Devils sont allés en playoff l'année dernière. C'est l'objectif cette année clairement, mais il faut avant tout regarder à l'avenir cette équipe du New Jersey. Donc pas fonder trop d'espoir, mais si vous voulez une équipe jeune, quand l'équipe est en santé, c'est une équipe qui est sympa à regarder. Elio. Sympa à regarder, mais qui a quand même tendance à régresser là ces dernières années. Alors effectivement, ce qui fait qu'on a envie de les aimer, c'est que leur capitaine et star Nico Hischier est européen. Du coup, forcément, il est suisse. Ça nous donne un petit peu plus envie de les suivre. Mais non, les Devils sont un petit peu en régression quand même. Il y a eu des questions de l'équipe. L'équipe a été éliminée par Carolina l'année dernière 4-1. Ils peuvent bounce back, comment dire, oui, ils peuvent rebondir, mais c'est pas l'équipe on the rise, comme on dit. Vous remarquerez, messieurs, que je ne parlerai pas de Carolina dans cet épisode. Les Devils, et en fait, c'est ce qui m'intéresse avec ces trois équipes de la zone New York. Les Devils sont. Bon, c'est dans le nom, les New Jersey Devils. Ils sont en plein Newark, mais Newark, c'est proche de New York. Il y a l'aéroport international qui est un des trois aéroports de New York, mais un des deux plus gros, tout simplement. Et en fait, c'est très marqué New Jersey. Les gens qui supportent les Devils viennent tous du New Jersey et ça récupère toutes les personnes habitant de ce côté-là de la rivière, de l'Hudson. Et c'est assez important. Culturellement, les Devils, c'est l'équipe favorite dans les Sopranos. On a tout ce culte des Italo-Américains fans de hockey parce qu'on en a retrouvé, on en retrouve pas mal avec des noms italiens dans les équipes et au fur et à mesure des années. Ouais, Japonais, ouais, par exemple, Andrew Mangiapane actuellement. Mais comment dire, les Devils, moi j'y suis allé une fois, c'est assez familial en fait, c'est vraiment les familles du coin du New Jersey qui viennent voir les Devils jouer. Et sachant que dans la même arène, dans le Prudential Center, avant tu avais les New Jersey Nets en basketball qui ont immigré du côté de Brooklyn et qui sont devenus les Brooklyn Nets, bah, c'est pareil en fait. En dehors du foot américain où tu as 8 matchs dans la saison, 8-9 matchs sans compter les playoffs, quand une de leurs Quand elles le équipes font. bat, ouais, qui se déroule dans New Jersey, bah en fait, tu as juste les Devils. Et donc, ça ancre vachement ce côté de la rivière. Et pareil, de l'autre côté, on a les Islanders qui vont récupérer tous les fans qui viennent de Long Island. Et Long Island, c'est ultra peuplé, ultra grand. Une partie des gens aussi du Queens sont fans des Islanders. Donc, ces équipes, géographiquement, ce sont des vrais marchés. On a les Rangers qui représentent un petit peu, pas la bourgeoisie, mais en tout cas Manhattan, Brooklyn proche, etc., le New York central. On a les Devils qui représentent vraiment le New Jersey. Donc, il y a ce côté pas un peu rejeton de New York, mais on sait comment est considéré le New Jersey et ses habitants. Et puis, pareil, de l'autre côté, avec Long Island, qui sont des gens un petit peu plus prospères, un petit peu plus avec leur propre culture aussi. Voilà. Et c'est ce bassin socio-culturel ultra intéressant qui fait aussi le hockey sur glace et la NHL. Exactement. Ça, Et pour ceux qui c'est veulent, dit. et pour ceux qui veulent creuser, les Highlanders sont quand même au cœur d'un des plus gros scandales qui est touché la NHL. Je vous laisserai aller voir le 30 The Big for Shot. 30 sur la fausse vente des New York Islanders. John Spano. Avec John Spano, effectivement, cette histoire assez folle. Voilà, 30 for 30. Il me semble qu'il était disponible sur Disney+, je sais pas si c'est encore le cas. Mais allez le voir cet épisode-là parce qu'il est vraiment impressionnant. Je crois que c'est The Big Shot. Je crois que c'est déjà The Big Shot. C'est Big Shot? C'est Big Shot ou Big Shot, 30 je for crois que 30? c'est Big Shot. Non, c'est un 30 for 30, mais qui était appelé Big Shot. Ah oui, Big Shot. Le nom de l'épisode, merci Thomas. Donc voilà, allez voir ça parce que si vous êtes curieux de savoir ce qui peut aussi se passer dans les coulisses de la NHL, vous allez en apprendre et ça vous donnera aussi un avis ça vous donnera aussi des pistes pour vous faire un avis sur notre ami le comiche de la ligue. Voilà. Ouais, monsieur Gary Batman. Messieurs, donc après avoir parlé de ces divisions et de ces équipes, on va passer au fonctionnement de la saison. Je vais être très bref parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire en vrai sur le fonctionnement de la saison. Chaque équipe dispute 82 matchs. Les 8 meilleures équipes de chaque conférence se qualifient pour les playoffs. Il y a en hockey sur glace, comme dans beaucoup de sports, il y a toujours un vainqueur. Et les prolongations, quand il y a un match à égalité, en saison régulière, on est sur un 3 contre 3 et des tirs au but. Et en série éliminatoire, en playoff,
On est sur du 3 contre 3 jusqu'au but vainqueur. En saison régulière, chaque équipe de la même division joue 3 ou 4 fois contre chaque équipe de sa division. Et concernant les équipes n'étant pas dans la même division mais la même conférence, Elio vous en a très bien parlé, il y a 3 matchs contre chacune des 8 équipes de la division voisine. Et enfin, les équipes qui jouent dans une conférence différente se rencontrent 2 fois, une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Donc si vous voulez voir un jour en saison régulière New York Rangers face aux Los Angeles Kings, sachez que vous avez seulement 2 matchs dans l'année. Donc voilà. C'est très bien parce Les que cet me- épisode sera complètement obsolète dans 2 ans parce que le CBA aura étendu la saison régulière à 84 ou 86 matchs et donc on sera obligé de refaire un épisode. Et on en refera un, mais avec plaisir. On en On fera un en avec reparle, plaisir. mais c'est Avec... super drôle qu'on en parle alors qu'il y a carrément des rumeurs en ce moment sur la possible extension de la saison régulière, etc. Ah. Voilà, c'est Oui, parce juste que alors, pour faire un la petit petite résumé très vite astérix. fait, on est sur 82 matchs, mais on veut passer à 84 matchs. Voilà. Ainsi que d'autres règles pour la saison prochaine d'ailleurs, ou pour dans 2 ans. Les 8 meilleures équipes de chaque conférence se qualifient pour les playoffs. Et voilà, mais le hockey, la NHL, c'est comme la NFL, c'est comme la MLB, il y a d'énormes rivalités dans le hockey sur glace. Mhm. Qui veut m'en parler? Bon, écoute, je peux vous en parler, je peux vous en citer quelques-unes. On a évidemment parlé de Montréal contre Toronto. C'est un petit peu les deux fausses capitales du Canada qui s'affrontent. Et puis, c'est un petit peu la ville la plus française du Canada, hors Québec, hein, évidemment, enfin en dehors de la ville de Québec, contre la ville la plus américanisée du Canada, Toronto. C'est une rivalité, voilà, de franchises de l'Original Six, de franchises qui se sont très souvent affrontées en playoff, une rivalité territoriale et historique, voilà, en termes de hockey. De styles de jeu aussi qui ont pas mal différé au fil du temps. Voilà, on peut aussi, pour rester toujours au Canada, on peut parler de Calgary contre Edmonton, les Flames contre les Oilers. On peut aussi venir du côté des États-Unis pour parler de Détroit contre Colorado. On peut aussi parler aussi de rivalités qui se sont créées au fil du temps, messieurs. Un petit peu envie de vous parler. Euh, pour moi, c'est devenu une rivalité, un Chicago-Los Angeles. Oui, bah, grâce au final de la Coupe Stanley disputée dans les années Chicago-Los 2010. Angeles. On peut parler de enfin, des Kings contre Boston. On peut parler Dernièrement, on peut aussi parler d'Edmonton contre les Kings qui se sont quasiment affrontés tout le temps en playoff ces En trois playoff, dernières ouais. saisons. On peut parler aussi de la naissance d'une rivalité entre Tampa Bay et les Panthers. On peut parler d'une rivalité entre le Tampa Bay Lightning et les Toronto Maple Leafs. Entre les Florida Panthers et les Toronto Maple Leafs. En fait, il y a plein de rivalités qui se construisent au fil du temps. Évidemment, on peut aussi parler des New York Rangers contre les New Jersey Devils, de la bataille de New York au sens large entre les Rangers et les Highlanders. Euh, En fait, il y a autant de rivalités que d'appétence pour le hockey. Ce sont des rivalités qui sont construites à la fois sur le plan local, sur le plan géographique, mais aussi à travers l'histoire de ce sport et des rivalités qui ont pris place au fur et à mesure des résultats. On vous parle Hmm. de récompenses, enfin de confrontations, pardon, régulières. C'est aussi ça qui fait la légende de ces confrontations. Et je pense que, messieurs, vous en aurez d'autres à citer. Bah oui, Montréal-Boston. Ouais, Montréal-Boston, ça Montréal-Boston, évidemment. certitude, grosse rivalité. J'allais dire Anaheim contre Los Angeles, la Freeway Oui, Rivalry. euh, parce que, parce que quand même, il y avait moi je voulais une troll en époque, vous disant Anaheim, San José, le duel de la loose, mais je vais pas le faire. Le Tolley Bowl, j'ai préféré qu'on l'appelle comme ça. Puis oui, t'as différentes batailles, t'en as très bien parlé aussi. T'as Winnipeg contre toute une équipe canadienne, toute équipe canadienne où il y a vraiment Winnipeg. Je vous invite à regarder les images, c'est fabuleux, d'une marée blanche, d'une marée blanche, euh, d'une marée blanche des fans de Winnipeg et c'est fabuleux à voir. Vraiment, c'est très sympa à voir. Elio, tu vas me parler éventuellement, je pense, des joueurs marquants et importants dans la NHL, je me trompe? Ouais, bah actuellement, il y en a quand même pas mal et on en avait parlé dans un épisode un petit peu des face of a franchise, comme on dit, de ces joueurs
qui peuvent représenter la ligue et leur équipe. Il y a quelques joueurs quand même qui sont assez parlants, assez criants. Évidemment, on a les deux historiques, les deux anciens dont tu parlais tout à l'heure, qui sont Sidney Crosby et Alex Ovechkin, qui font partie des meilleurs joueurs de l'histoire, qui sont toujours là et qui ont rythmé les affrontements pendant très longtemps. C'est aussi eux qui ont maintenu ce niveau d'intéressement vis-à-vis de la NHL, parce que c'était le Canadien parfait face aux gros Russes un peu rustres, mais qui étaient les deux meilleurs joueurs dans deux équipes rivales, donc Pittsburgh et Washington. Pendant longtemps, ils sont toujours là, hyper durs, et ça fait partie de ces faces toujours révélatrices de la ligue. Et puis après, on a la génération plus jeune, plus dynamique, plus sportive presque, j'ai envie de dire, avec un Auston Matthews, et plus visuel également, parce que c'est aussi des mecs plutôt beaux gosses, on va dire ça comme ça. Un Auston Matthews, un, euh, un Mike Keenan du côté de Colorado, bien évidemment Connor McDavid qui fait finalement donc qui est la face de l'équipe d'Edmonton, des Oilers. Voilà, Edmonton, ça peut pas faire rêver grand monde, mais au final, ils ont de meilleurs joueurs, comme à l'époque, ils avaient Wayne Gretzky, donc qui est le plus grand nom de l'histoire du hockey. Donc finalement, c'est aussi ces joueurs qui permettent à certaines équipes de vivre et de survivre, un peu comme en NBA, j'ai envie de dire, tu as toujours un ou deux gros joueurs par franchise, malgré que ce soit des franchises dans des villes moins intéressantes peut-être pour des fans extérieurs. On a des joueurs qui représentent également l'Europe, hein. Vous parliez Nico Hischier qui représentait toute la partie suisse pour la NHL du côté des Devils. Il y a David Pastrnak qui est le meilleur joueur tchèque actuellement, alors que les Tchèques ont toujours eu des énormes joueurs en NHL, hein. Il y a Gomir Jagr pour ceux qui connaissent au moins de nom. David Pastrnak qui est la dernière grosse figure de Boston. On a également dans les joueurs européens Leon Draisaitl, le joueur allemand qui est cette année le joueur le mieux payé en NHL, il faut le dire. Voilà, il y a quelques faces comme ça, face of a franchise comme on dit, qui sont assez intéressantes. Et puis on a aussi, alors c'est un petit peu redescendu, tous les joueurs russes aussi. On À sait l'époque, il y avait Pavel Datsyuk chez les Red Wings. Ouais, exactement. Datsuk chez les Red Wings à l'époque. On a parlé d'Alex Ovechkin. Là, actuellement, les joueurs russes s'illustrent en tant que Panarin. gardiens. On a Igor Shesterkin, dont tu as parlé, Nino, du côté de New York. On a Sergei Bobrovsky, qui a remporté donc 2 Stanley Cup de suite cette année et la saison dernière avec les Florida Panthers. On a Andrei Vasilevski, qui est un des meilleurs gardiens de la ligue du côté du Tampa Bay Lightning. Donc en ce moment, les Russes, c'est surtout sur le poste gardien que ça se joue, alors qu'avant on avait aussi pas mal d'attaquants russes qui étaient assez forts, mais qui étaient peut-être aussi plus ancrés dans une NHL plus physique et plus lente, on va dire ça comme ça. Et puis on a aussi voilà, plein de jeunes joueurs. Alors, je vous ai parlé de la génération intermédiaire avec les McDavid, les Auston Matthews, etc. Mais on a aussi tous les jeunes joueurs. On a 3 frères qui s'appellent les Hughes. On a Quinn, on a Jake et on a, j'oublie toujours Luke. le dernier. Luke. Luke Hughes, donc deux frères qui jouent chez les New Jersey Devils et l'autre qui joue carrément de l'autre côté chez les Vancouver Canucks, qui font partie des jeunes joueurs ultra prometteurs. On a Cole Caulfield du côté de Montréal, qui est lui l'antithèse de Montréal parce que c'est un Américain qui ne parle que anglais et qui finalement est peut-être leur meilleur jeune et qui, pareil, est un des plus gros futurs. Donc, en fait, dans chaque équipe, il y a des joueurs intéressants, il y a des joueurs qui représentent assez la franchise, en tout cas auquel on peut se référer. Il n'y a pas une équipe dans laquelle, si vous commencez à suivre une franchise, vous pouvez vous perdre sur un joueur. Les gros trades en NHL, je vais être très honnête, les gros trades en NHL sont quand même plutôt rares. Ça arrive, ça surprend. Cette année, on a eu Brad Marchand, le Canadien historique de Boston, qui est parti du côté de Florida. C'était surprenant, mais c'est aussi sa fin de carrière, donc il y a ça qui joue. Mais on va dire que les gros trades, comme on peut connaître dans d'autres sports, se font un petit peu plus rares. Et ça nous permet peut-être de nous attacher justement plus facilement à certains joueurs dans les franchises. Moi, c'est vrai que je suis bien loti. Par exemple, je prends un exemple à moi, Washington. Alex Ovechkin a fait sa carrière à Washington alors qu'il aurait pu être sollicité n'importe où tout au long de sa carrière. On a eu la plupart des joueurs qui nous ont rejoints en cours de route n'ont jamais quitté Washington. TJ Oshie a fini sa carrière. Tom Wilson, TJ Oshie qui a longtemps été il est ton joueur encore. préféré.
Ça commence pas. Euh, Tom Wilson, voilà, va faire sa carrière chez nous, etc. Donc, tu peux te référer assez facilement à des joueurs et sans être trop déçu en règle générale. Et il y a peu de trahisons. Quand les trahisons arrivent, c'est souvent plus les franchises qui poussent à ça, hein, n'est-ce pas? Voilà, Henrik Il Lundqvist y a a fait toute sa carrière à New York, par exemple. Exactement, Il a voilà, jamais signé gardien ailleurs. historique de New York. Mais, euh, mais, mais en conséquence, il y a quand même, en fait, sur chaque génération actuellement en NHL, on a des joueurs assez iconiques et c'est très intéressant à suivre à ce niveau-là. Et en parlant d'iconique, alors on va parler d'argent. Et vu que c'est toi, Elio, qui gère un peu les comptes du podcheck, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu d'argent? C'est qui le joueur le mieux payé? Alors tu as dit que c'était Leon Draisaitl, mais c'est quel type de joueurs sont les joueurs les mieux payés? C'est quoi le salary cap? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors évidemment, vous connaissez le salary cap parce que ça se fait en NBA et en NFL, ça ne se fait pas en MLB pour le baseball. Le salary cap, tout simplement, c'est chaque saison, les équipes peuvent, en termes de salaire, dépenser un montant maximum, mais ne pas dépasser ce seuil. Donc il faut construire les contrats ainsi et on ne peut pas surpayer des joueurs dans le vide. Par exemple, on ne pourrait pas avoir des contrats comme au PSG, si on prend un exemple de football version française. Il faut limiter ses contrats. Donc, il faut construire intelligemment son effectif. Il faut pouvoir négocier avec les joueurs qui sont des superstars. Et ensuite, c'est un petit peu comme dans tous les sports utilisant le salary cap. C'est-à-dire que il faut faire accepter à certains joueurs superstars, bah, si tu veux que ton équipe elle suive avec toi et remporter des coupes Stanley, peut-être que ton salaire, il faut pas. Enfin, tu auras un excellent salaire, mais ça peut pas être un des top salaires de la ligue, ou en tout cas, ça peut pas être surévalué pour permettre de signer d'autres bons joueurs en même temps. Sinon, tu peux être la seule star avec un top salaire, sauf qu'il y aura moins d'argent pour prendre d'autres joueurs et donner des contrats à d'autres joueurs. Donc, tu auras une équipe un petit peu plus faible autour de toi. Voilà. Donc, le salary cap, c'est une limitation en gros de la masse salariale d'une équipe chaque saison. Le salary cap évolue chaque année aussi. Ça peut dépendre de beaucoup de facteurs, notamment des droits télé qui sont ultra importants dans les sports maintenant. Donc il a tendance à augmenter chaque année, mais pas significativement. On attend toujours un petit peu cet essor d'un seul coup, ce gros boom qui est annoncé dans plusieurs sports, hein. La NFL, c'est pareil, ça fait plusieurs saisons qu'on attend ça. Nino, je te vois vouloir intervenir. Ouais, en fait, justement, tu parles du salary cap et de la hausse nettement attendue. En NHL, ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes ont quand même beaucoup souffert au niveau de la période Covid et que du coup, en NHL, à l'époque, c'était à ce moment-là que la hausse de salary cap significative devait être faite. Sauf que pour préserver l'écosystème, parce qu'on le rappelle, dans ces ligues fermées, les équipes qui rapportent le plus d'argent touchent finalement autant que les équipes qui en rapportent moins, parce qu'en fait tout est mis dans un pot commun qui est ensuite redistribué. Et en fait, en NHL, pendant 3 ou 4 ans, il y a eu tout un système de protection de ces équipes pour éviter qu'il y ait des gros problèmes financiers, des franchises qui mettent la clé sous la porte, etc. Et du coup, là, on a terminé de rembourser cet argent qui avait été utilisé pour ça. Et du coup, là, la hausse du salary cap va être quand même significative sur les 4 5 prochaines années. On va quand même parler quasiment de 30 millions d'augmentation, ce qui est quand même énorme sur une équipe de 25 joueurs. Euh, et du coup, là, en termes de NHL, on va quand même devoir de plus en plus de joueurs être mieux payés parce que le salary cap va le permettre. Et voilà, effectivement, Nino, tu as tout à fait raison de le dire. L'évolution du salary cap qui va amener peut-être à un moment des super teams. Bon, pas comme en NBA, certes, mais peut-être des nouvelles équipes, des équipes qui pourront se renforcer. Premier arrivé, premier servi. Les Euh, Oilers pourront qui enfin sait? payer un bon gardien. Voilà, ça vient d'un fan des Maple Leafs. Cher Elio, c'est qui les joueurs les mieux payés? C'est les centres, les gardiens, les défenseurs? Est-ce que tu peux me raconter? Souvent, ce sont les centres, voire les ailiers, mais surtout les centres qui sont un petit peu les numéros 10 hein, de toute manière de chaque équipe pour comparer ainsi. On a une nouvelle tendance sur les gardiens. Récemment, on a une nouvelle tendance, c'est Igor Shesterkin, le gardien de New York, en a été l'exemple parce qu'il est payé 11 millions l'année, ce qui a été un record, il me semble, si je dis pas de bêtises pour un gardien. En tout Et cas, ce qui est énorme. Ils avaient tendance à être sous-évalués et en fait, ces dernières années, bah, les équipes ont remarqué que
les playoffs et la Stanley Cup, souvent ça se gagne quand tu as un bon gardien finalement. Même quand la défense est un petit peu aux fraises, tant que tu as un bon gardien, ça peut tenir la route. Donc il commence à être mieux payé et mieux évalué. Sauf que la problématique maintenant, c'est que bah, vu que c'est un poste unique, tu vas payer cher un gardien, va falloir payer le reste de l'équipe aussi, et ainsi de suite. Donc c'est des nouvelles problématiques qui vont se poser aux équipes NHL. En revanche, globalement, historiquement, tout ce qui est attaquant et centre, le poste de centre, sont les joueurs les mieux payés. Là, cette année, c'est Leon Draisaitl du côté, donc l'Allemand du côté des Edmonton Oilers, qui est mieux payé que Connor McDavid, par exemple, qui est le meilleur joueur de la NHL, qui est son coéquipier. Il est à 16,5 millions, Leon Draisaitl. Et puis l'année dernière, c'était Auston Matthews, le mieux payé, qui était plus cher que cette année, 16,7 millions. Auston Matthews, face of a franchise d'une des équipes les plus grosses de NHL, les Toronto Maple Leafs, bien évidemment, Nino. Voilà, donc on parle de deux Capitaine, joueurs offensifs. Capitaine. On effectivement. parle de deux joueurs offensifs. Ça représente quand même bien là où l'argent est mis. Exactement. Et puis aussi, Elio, toi qui parles très bien d'argent, il faut noter qu'en NHL, là, il y a quand même un problème qui se dessine de plus en plus. C'est la fracture entre les équipes qui ne payent pas de taxes et les équipes qui payent de la taxe. Parce que tu vois, tu parlais du fait que les gardiens étaient mieux payés, là, avec notamment l'exemple de Chesterkin. Mais il faut pas oublier que malgré son énorme contrat, Chesterkin va toucher moins que Sergei Bobrovsky. Bobrovsky étant payé 10 millions l'année à Florida. Il touche ses 10 millions, point. Là où, par exemple, à New York ou à Toronto, tu es obligé de payer un joueur beaucoup plus pour pouvoir le conserver. Ou en Californie où les Ou taxes en sont Californie. extrêmement hautes. C'est ça. En fait, on se retrouve avec un système qui est bon, on est aux États-Unis et au Canada, donc voilà, il y a les États bleus, les États rouges, etc. Tu as les États avec plus de taxes, d'autres moins. On va dire ça comme ça. Donc il y a un côté aussi un petit peu politique dans la chose. Et forcément, les joueurs maintenant, et c'est comme dans les autres sports américains, les joueurs ont tendance à signer dans des équipes où il y a moins d'impôts. Euh, donc ça, c'est un paramètre assez important à prendre en compte. Maintenant, il y a les montages financiers qui se font. Là, on a eu un exemple très criant à Anaheim. Il y a je ne sais plus quel joueur qui a prolongé donc du côté des Ducks, qui joue en Californie. Sauf que Anaheim va lui payer la plupart de son salaire après sa carrière, parce qu'après sa carrière, il aura décidé d'aller s'installer dans un autre état, je ne sais plus lequel, où il y a moins d'impôts. Donc finalement, il sera gagnant à partir du moment où sa carrière sera terminée. Et il touchera vraiment son argent à ce moment-là. Et donc c'est un stratagème, c'est un montage financier qui permet à Anaheim de garder un bon joueur. C'est un fossé qui est en train de se creuser. On voit les joueurs qui ont rejoint les Panthers. On voit par exemple les Panthers qui sont la meilleure équipe actuellement, qui ont gagné 2 Stanley Cup. On se dit comment ils peuvent avoir autant de bons joueurs ou attirer autant de bons joueurs, bah, parce qu'ils ont peu d'impôts finalement. Et ça rentre dans les paramètres bien évidemment. Je pense que c'était un pan assez important de la NHL, l'argent. Est-ce que, messieurs, on peut pas aller aux dates importantes, à part le lancement de la saison qui a lieu en octobre? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu les dates importantes de la NHL? Ouais, la draft NHL, elle a lieu le 25 ou le 26 juin, généralement fin juin. On parle de la dernière semaine de juin, juste avant finalement la date la plus importante finalement quasiment d'une saison, la Free Agency qui elle démarre au 1er juillet. Donc on a ces 4-5 jours, ces 3-4 jours de battement là entre la draft où les équipes récupèrent leurs jeunes, se mettent en place et où elles lancent les hostilités avec les contrats, etc., les Free Agency. À noter que cette année, la Free Agency était quand même marquée parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, de très bons joueurs qui entraient sur le marché, mais qu'elle sera quand même beaucoup moins importante que la Free Agency qui arrive donc en 2026, parce que là on parle notamment de très 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 gros joueurs, notamment Conor McDavid ou Kirill Kaprizov par exemple, qui vont arriver sur le marché des transferts. C'est deux joueurs très importants dans leur équipe et très importants au global dans la ligue. Et puis les playoffs de la Coupe Stanley qui eux démarrent cette année ils démarreront il me semble à partir du 23 avril, une semaine après la fin de la saison régulière. La fin de saison régulière c'est le 16 avril cette année si je ne me trompe pas. Et d'habitude on est plutôt aux alentours de la mi-mai, hein, le début de la Coupe Stanley. Voilà, à noter que ça va quand même pas mal bouger puisqu'il y aura les Jeux Olympiques cette année, donc
à prendre en compte. Et puis la trade deadline, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les équipes ne peuvent plus s'échanger de joueurs, de choix de draft ou de compensation, comme on appelle ça dans la ligue. Euh, il me semble que cette année, la date n'a pas encore été fixée, mais qu'elle est estimée entre le 7 et le 15 mars. Voilà, on est dans la première quinzaine de mars là, et c'est toujours un moment très important de la saison parce que des fois, on a quelques surprises. Voilà. Il me semble que c'est Patrick. Non, c'est pas Patrick Laine. Patrick Laine, c'était l'été dernier. Mais en tout cas, on a toujours des échanges Bah, Brad assez. Marchand. Brad Brad Marchand cette année, Marchand. pardon. Oui, effectivement, Brad Marchand. Mais on a toujours des gros trades qui se font à ce moment-là parce que tu as toujours les équipes qui vont vouloir gagner la coupe, qui vont se renforcer, les équipes qui ont des gros joueurs mais qui vont pas viser sur le long terme un résultat, qui vont se séparer de leurs gros joueurs, et des équipes un petit peu opportunistes qui vont essayer d'aller chercher cette petite addition qui leur fait passer un cap. C'est toujours très important. Donc voilà, de mars finalement au 1er juillet, on a toujours ces successions de dates importantes. Voilà. Mais comme quoi, la NHL, bon, va vous occuper tout au long de l'année. Il y a aussi les championnats du monde junior en décembre, janvier qui permettent de voir quels vont être les espoirs repêchés dans la draft NHL. Il y a le début de la saison en octobre et évidemment les matchs de Thanksgiving où on peut voir des matchs de hockey à des heures convenables, tout comme la Winter classique. Pour terminer ce volet, messieurs, de ce podcheck introductif sur la NHL, je vais vous parler de quelque chose. Elle mesure 90 centimètres de long et elle pèse 16 kilos et tout le monde veut la soulever. Je parle de la Coupe Stanley, messieurs, qui récompense l'équipe victorieuse des séries éliminatoires de la NHL. Nino, bien sûr que tu as déjà rêvé de soulever la NHL, de soulever la Coupe Stanley, n'est-ce pas? Bah écoute, j'ai quand même souvenir de l'avoir même quasiment touché lors d'un certain événement organisé par la NHL en Suède. Alors moi j'étais vraiment à côté, à quelques centimètres. Mais effectivement, oui, j'attends le jour où Auston Matthews montera cette fameuse coupe au-dessus de sa tête. Mais bon, en attendant, je me console au moment de boire mon café. L'équipe qui en a gagné le plus de Coupes Stanley, messieurs, c'est 24 Coupes Stanley, c'est les Canadiens de Montréal. Et les vainqueurs en titre par 2 fois, c'est les Florida Panthers. C'est l'un des trophées le plus imposant du sport nord-américain, qui est bien plus grand que le trophée Vince Lombardi, soulevé par les New Orleans Saints en 2007, si je ne m'abuse. Très cher 2009, Elio. 2009, 2009, deux pardon, ans, ouais, excuse-moi. 2007, 2007, c'est on était les encore Giants. trop après Katrina, c'était Ouais. 2007, c'était les Giants face aux Patriots, je crois. ouais. Parce que les Mais Patriots d'ailleurs, avaient Thomas, perdu. en parlant des Montréal Canadiens étant les plus victorieux historiquement, il faut savoir, et ça c'est intéressant, et c'est quelque chose dont chaque année on parle, la dernière équipe canadienne à avoir remporté la Stanley Cup, c'était en 1993, aucun d'entre nous n'était né, tout simplement. Du côté des Canadiens de Montréal. Voilà. Et depuis, c'est la curse. Aucune équipe canadienne n'arrive à remporter cette Stanley Cup, malgré que, par exemple, sur les deux dernières finales étaient avec les Edmonton Oilers, qui étaient presque, en tout cas l'année dernière, autant armés que les Florida Panthers. Donc voilà, cette curse fait partie des gros sujets chaque année en NHL. C'est un peu, voilà, si vous voulez avoir un narratif qui revient souvent, c'est équipe canadienne, on cherche la Coupe Stanley depuis 1993. Voilà, c'est quelque chose qui va revenir souvent. La tradition veut que l'on boive du champagne dans le bol qui est situé au sommet de la coupe et qu'on ait l'effectif gravé sur cette coupe. Je vous invite à regarder sur internet, elle est tellement imposante, elle est tellement incroyable. Et chacun des joueurs qui la remporte peut passer une journée avec la coupe. Mais pour ceux qui veulent tout simplement l'embrasser sans avoir à la gagner, vous pouvez aller au Hockey Hall of Fame de Toronto, où la Coupe Stanley est gentiment exposée, l'une des répliques. Des fois, la vraie est exposée, mais une des répliques qui voyage souvent d'ailleurs y est exposée. Donc voilà, quelque chose à dire sur la Coupe Stanley, messieurs? Ah ouais, c'était la rentrée du Podcheck. Comment dire? Non, en vrai, non. Je cherche Je suis le comment dire. dernier d'entre vous à l'avoir remporté, personnellement. Oui, Voilà. c'est clair. En même temps, t'as quand même les deux fédés de la loose. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais non, non, la Coupe Stanley, c'est ultra difficile de l'atteindre. Il faut savoir, les équipes qui vont régulièrement, c'est quand même quelque chose d'assez prodigieux. Il faut vraiment le dire. Nous, par exemple, les Washington Capitals, en l'espace de je ne sais combien de décennies, on l'a remporté qu'une seule fois, donc très récemment, en 2018.
Mais en dehors de ça, c'est voilà, c'est la coupe ultime, c'est la chose à ne pas négliger. C'est tout simplement la finalité de tout ce qu'on a dit juste avant. Mais en dehors de ça, il y a aussi bah, l'esprit, évidemment. Aucune équipe canadienne l'a remporté. Donc tu as aussi cette rivalité entre le Canada et les États-Unis et ça en parle beaucoup. C'est aussi une coupe qui a fait bah, l'histoire de certains joueurs finalement. Des joueurs qui avant étaient peu signifiants sont devenus, grâce à leur performance sur les séries de Stanley, sont devenus des joueurs historiques, Moi, etc. c'est Jason Williams avec Carolina et avec les Kings de Los Angeles, Thomas, Mister Cam Game Ward. 7, quoi. Tout à fait. Cam Ward, bien Quand sûr, même, Tout à Cam fait. Thomas, Ward. put some Ah, respect on c'est Cam Cam Ward, Ward, quoi. oui. Ah, mais Cam Ward, je l'admets, c'est un joueur que j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'il a sauvé les Hurricanes en 2006 alors qu'ils étaient menés 2 au but en façon canadienne de Montréal. Et il a remporté la Coupe Stanley et le trophée Conn Smythe d'ailleurs. Pour un gardien, c'était le trophée Conn Smythe, c'est celui qui récompense le meilleur joueur de la ligue. Mais bon, on parle de Hurricanes et je m'emporte un peu. Euh, Elio, continue, je t'en prie. Non, non, j'avais terminé. Et puis, évidemment, ça fait peut-être un petit peu moins de bruit quand ce sont des équipes un petit peu moins marketing qui gagnent. Bon, là, c'était en Floride que ça s'est passé, etc. On sait que c'est pas un état très ultra centré sur le hockey, malgré qu'il y ait quand même une belle ferveur. Euh, donc ça en parle un petit peu moins, mais par exemple, l'époque où les Blackhawks remportent plusieurs fois la Stanley, etc., ça faisait beaucoup de bruit parce que c'était vraiment dans un coin ancré hockey, c'était vraiment dans une situation, dans une franchise historique. Et il faut savoir que dans ces moments-là, bah, enfin, que ce soit dans les arènes ou à l'extérieur avec les fan zones, etc., c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire et l'ambiance et l'atmosphère sont super, enfin, sont ultra spéciales et c'est pareil avec les playoffs pour aller vers ce Stanley. Moi, je me rappelle mon premier match de playoff que j'ai fait à l'époque, c'était en 2019. Donc l'année juste après la Stanley remportée par les Washington Capitals. Je vais voir le tout premier match de playoff. L'atmosphère, rien à voir avec un match de saison régulière. Déjà qu'en saison régulière, l'atmosphère est cool. Rien à voir. Et sur la glace, pareil. C'est des affrontements H24. C'est voilà, il y a plus de temps, il y a plus rien. C'est on veut la Stanley. Et les joueurs jouent blessés. D'ailleurs, on l'apprend à chaque fois à la fin de une fois que l'équipe est éliminée ou a remporté la Stanley. Ah bah tel joueur jouait avec tel membre cassé ou tel 2011, point Patrice musculaire. Bergeron qui jouait avec une épaule disloquée Voilà. et qui remporte la Coupe Stanley avec les Voilà. Bruins. Donc c'est pour vous dire combien c'est important. C'est une coupe qui a une valeur énorme au-delà du fait de juste remporter la NHL. Il y a ce côté ultra historique sur une compétition, sur une ligue qui a plus de 100 ans maintenant. C'est ça, Voilà, c'est plus de un 100 ans. formidable outil de storytelling et aussi de publicité et de teaser à chaque fois. Enfin, moi là, je vous invite à aller voir sur YouTube ou sur Internet. Mais les teasers de la Coupe Stanley depuis je sais pas combien d'années, depuis presque 20 ans, c'est quand même un énorme classique. À chaque fois, ça vous met les émotions, enfin, À ça vous met regarder les au frissons. moins une fois, quoi. C'est à Moi, voir et c'est quasiment. moi j'en ai deux. C'est un petit peu le deuxième Noël des fans de hockey, ces moments de teaser des coupes enfin des playoffs, parce que tu sais que c'est le moment que ça arrive, tu comptes les jours et t'es en mode purée, faut que ce soit mon équipe, faut que ça arrive. Et ouais, c'est à la fois le meilleur moment de la saison et parfois le pire quand ton équipe est vraiment nulle. Mais ouais, c'est là que toutes les passions se déchaînent et ouais, c'est aussi ce qui fait qu'on aime ce sport, je pense. Et deux petits teasers que j'aime beaucoup. Le plus récent que j'ai vu, c'était la chanson Kiss Me qui était reprise avec la Coupe Stanley. Le teaser, il est incroyable. Vous tapez Stanley Cup Playoff Kiss Me. Et toute la gamme de 2012, 2013 ou 2014 des Stanley Cup Playoff qui étaient les publicités History Will Be Made. Je peux vous assurer que c'est des émotions et des frissons garantis. Messieurs, on va terminer cet épisode. Et déjà, je voudrais remercier Elio qui a inspiré cet épisode avec Comprendre le college football avec The Trick Play il y a maintenant 2 3 ans, qui a inspiré cet épisode donc introductif à la NHL. Mais messieurs, avant de terminer l'épisode, moi je voulais savoir, vous conseillez qui comme équipe NHL à suivre là pour le néophyte qui va arriver? Là, si t'as pas envie de passer pour un OKX qui vient que pour la win, moi je dirais les Detroit Red Wings.
Il y a du talent, il y a de la passion, c'est une équipe originelle, il y a une DA absolument énorme, t'as envie de les suivre. Les Hmm. maillots, c'est un banger absolu. T'as une légende de la NHL dans l'équipe avec Patrick Kane. T'as des joueurs expérimentés avec du talent. Et en même temps, T'as de t'as la un jeunesse, pool de quoi. prospects. Faut se mouiller la nuque parce que Moritz Seider, Axel Sandin Pellikka, euh, j'en oublie plein. Non, notamment Bon, mais t'as dit quand même, t'as dit Axel Sandin ouais, Pelika, et ça, il est revenu souvent dans le podcheck l'année dernière. oui, ah bah oui, enfin, parce que les gens qui me suivent savent que à quel point je l'ai en amour. Mais il y a beaucoup de prospects avec beaucoup de talent et ils vont faire beaucoup. J'ose croire qu'ils vont faire de très belles choses à l'avenir du côté de Détroit. Donc moi, ce serait l'équipe que je conseillerais pour un fan qui veut kiffer graphiquement et en même temps sur la glace sans être un OKX. Moi, messieurs, j'en ai une, mais je vais te passer la puck à Elio d'abord. Alors, je veux savoir juste, elle est dans quelle conférence, elle sera dans quelle division, la tienne, Elio? Moi, je peux pas en donner une en particulier. En fait, c'est que ça dépend de chacun et de son histoire. Quand vous êtes, et je sais que souvent le hockey, vous l'atteignez aussi comme ça, vous aimez déjà un autre sport américain, donc une autre franchise. Ça peut être en NBS qui est le plus populaire en France, ça peut être en NFL, moi, le monde dans lequel j'évolue plus, ou en MLB ou n'importe quoi. Et là, vous pouvez prendre l'autre équipe de la ville que vous supportez. Détroit, par exemple, t'es fan des Pistons ou des Lions, bah ouais, pourquoi pas supporter les Red Wings, tu vois. Les Red Wings, au lieu d'aller, je sais pas, supporter les Kings de Los Angeles qui n'ont aucun rapport. T'as fait un voyage quelque part et tout, t'as bien aimé la ville, pourquoi pas supporter l'équipe de cette ville. T'as des attaches avec le Canada, t'as des cousins au Québec ou à Ottawa, bah tu peux supporter Montréal, tu peux supporter les Senators. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. T'as des gros artistes, les Justin Bieber, les The Weeknd, tout ça, Drake, ils viennent tous de Toronto. Et du coup, ils sont supporters de Toronto, tu vois. Moi, c'est comme ça, j'ai toujours cette anecdote-là de mes copines qui sont allées à Toronto en vacances comme ça, et je leur ai conseillé d'aller voir les Maple Leafs. Elles m'en ont encore reparlé la semaine dernière, tu vois, pour te dire. Elles ont passé la meilleure soirée de leur séjour, quoi, grâce au match des Maple Leafs. Bah, tu peux commencer à suivre Toronto pour ça, tu vois. Pourquoi pas? En plus, avec Auston Matthews et tout, ça a de la gueule. Il y a 10 000 raisons d'aller supporter une franchise. Si tu veux être un bandwagonner, il y a beaucoup de fans des Patriots en football américain en France. Pourquoi? Parce que c'était les années Super Bowl et Tom Brady. Bah vas-y, va supporter une des équipes qui va tout le temps en finale. Tu peux prendre les Oilers parce que tu as Connor McDavid, mais tu peux prendre les Panthers parce que c'est eux qui gagnent en ce moment. Voilà, sincèrement, il y a littéralement 10 000 raisons. Et puis pareil, on peut avoir des équipes qui se rapprochent de notre équipe de football. T'es supporter du PSG ou de Marseille ou de machin. Tu peux trouver des connivences avec une équipe en NHL. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi, je pense que c'est plutôt par rapport à ça, à notre expérience personnelle, notre caractère et nos points de vue. Et il n'y a pas de mal à ça tant qu'on se met à suivre réellement la NHL. Mais oui, je vois pas pourquoi, si tu es fan d'une franchise dans une ville, pourquoi tu irais pas supporter la franchise de hockey également de la même ville. Aussi simple. Ça serait logique, ça serait logique. Moi, j'en conseille une petite, parce que elle a un joueur que j'apprécie Les Carolina énormément. Hurricanes. Même pas. Je te C'est taquine, Thomas. entièrement. Ah là là, quel oiseau ce Janino. La rentrée a commencé et ses blagues aussi. Non, c'est parce qu'elle a un défenseur qui est un défenseur, mais qui marque beaucoup de points. Quel Qui macard. a un. Ah, voilà, quel Macar. Les Colorado Avalanche, parce que voilà, parce qu'équipe historique dans les années 90, grosse rivalité avec Détroit. Si vous aimez les Red Wings, vous devez vous régaler. Ça attaque, ça défense, ça gardien pas bien, mais bon, le plus important, c'est de voir des buts si vous aimez le spectacle. La Ball Arena, elle est fantastique et le maillot est pas mal du tout. Donc voilà, avec grande franchise historique avec beaucoup de joueurs, Et Patrick Roy, Colorado, Joe c'est Sakic. magnifique. Donc, ce que vous faites, c'est que vous bookez un voyage pour visiter le Colorado et puis vous allez voir un ou deux matchs de l'Avalanche. Voilà, en Voilà. revenant Et voilà, d'Aspen. Le c'est package est total. en revenant d'Aspen, tout à fait, avec Mais, l'argent mais tu vois, récolté par par le exemple, Podcheck. tiens, Denver, c'est un très bon exemple. Les Broncos. T'as les Broncos qui sont au-dessus de tout, évidemment. T'as pas loin à Boulder, les Colorado Buffaloes en NCAA. Les Mais Rockies. Les les Rockies. Rockies, ouais, tout à fait. Mais tu vois, finalement, juste après les Broncos qui vient dans la ville, et moi, pour avoir fait Denver, je l'ai bien remarqué, c'est l'Avalanche, en fait.
c'est l'équipe de hockey parce que tu es en bas des montagnes, parce que tu as tout cet environnement qui se prête totalement au hockey sur glace. Et tu as beau avoir les Nuggets qui ont quand même eu pendant longtemps un certain Carmelo Anthony, puis désormais un certain Jokic. L'Avalanche avec son Nathan McKinnon finalement reste la vraie équipe après les Broncos du côté de Denver. Donc voilà. Eh ben écoutez, messieurs, c'est la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant Du tout. qu'on conclue? Du Eh tout. ben voilà. Juste, Eh ben, c'est j'étais cool. très heureux de vous retrouver, messieurs. Vous m'aviez manqué. Et nous aussi, tu nous avais énormément manqué. Tes blagounettes nous avaient manqué, cher Mais Nino. tant que je me remette la tête à Euh, l'avance, j'ai un peu raté deux, trois trucs, mais ça Mais c'est revient. pas grave, c'est pas grave. Écoute, c'est la rentrée, on se pardonne mutuellement. Moi, en tout cas, messieurs, j'étais ravi de faire cet épisode avec vous. On se retrouvera très bientôt pour parler des choses à voir sur la prochaine saison de la NHL 2025-2026, car ça arrive bientôt. Mais on voulait faire cet épisode didactique pour vous parler de la NHL et de notre sport préféré. Messieurs, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, si vous avez besoin de n'importe quelle information à propos de la NHL ou de vous motiver ou d'avoir des idées pour suivre une franchise, n'hésitez pas à nous demander, hein. On est tous sur les réseaux sociaux, Nino, Thomas et moi. Et on est là pour répondre à n'importe quelle question. Ça serait cool si vous écoutez cet épisode, de le faire tourner en fait à des potentiels amateurs de hockey, mais qui sont pas sûrs, ou en tout cas qui aiment les sports américains tout court. Ça peut les intéresser. C'est 1 heure de leur temps, 1h10 de leur temps. Donc n'hésitez pas à faire tourner cet épisode. Ça serait vraiment cool à vous pour nous aider à continuer d'essayer de faire grandir ce sport et la manière de suivre ce sport en France. Et puis voilà, il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est comment regarder la NHL. Ouais. Euh, Évidemment, beIN Sport diffuse, ce qui est une très bonne chose. Pas complètement, mais ils diffusent des matchs chaque semaine. Il y a DAZN maintenant, donc vous connaissez la nouvelle plateforme qui diffuse, qui va récupérer NHL TV, qui va diffuser tous les matchs. Et puis après, il y a d'autres choses que vous pouvez nous demander en privé pour voir les matchs. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, tout est accessible. Il y a pas, vous ne pouvez ne pas louper. Enfin, il n'y a pas de match que vous allez louper si vous décidez vraiment à regarder du hockey. Voilà. Ça c'est dit, messieurs. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous Salut et l'équipe, pensez salut à tout le monde. emmener ceux que vous aimez ou voilà dans les patinoires parce qu'il n'y a que comme ça que ce sport va grandir. Et voilà. Et au moins, ça c'est dit. C'était le mot de la fin. Bon courage et à bientôt. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.